Bonjour à tous et à toutes et heureux de vous retrouver aujourd'hui ce jeudi 7 mai. Bienvenue sur UC2M News et merci de nous suivre en direct sur YouTube et Twitter et très vite en replay sur les réseaux partenaires de UC2M News, Sciences Po, Alumni, la veille de Presse Info Plus et nos amis de Manager Santé. Vous pouvez aussi dès maintenant poser vos questions à notre invité. L'Université du Change Management en médecine traite des questions d'organisation de la santé aujourd'hui. Donc, ce jeudi 7 mai à 18h30, toujours en pleine actualité épidémique et sanitaire liée au coronavirus, nous abordons les questions du déconfinement des Français qui va s'opérer dès le 11 mai, dans quelques jours, annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe. Le titre de notre émission de ce jour est « Les médecins au cœur de la sortie du confinement ». Nous recevons un invité exceptionnel, nous sommes très heureux de le recevoir, le professeur Jean-François Delfraissy. Vous êtes le président du conseil scientifique Covid-19. Nous dialoguerons ensemble, professeur Delfraissy, avec le professeur Jean Sibilia, que je salue, immunologiste et rhumatologue au CHU de Strasbourg et doyen de la faculté de médecine. Jean-François Delfraissy, nous allons essayer ensemble de comprendre les enjeux et le sens de vos recommandations, celles de votre conseil scientifique Covid-19, le rôle que joueront les médecins, les professions médicales dans leur ensemble et soignantes pour assurer la réussite de cette étape qui s'annonce, on le voit bien, difficile, voire délicate. Pendant que la crise continue, le Premier ministre a annoncé donc des mesures de confinement. Il y a quelques instants, il était également en conférence de presse avec le ministre de la Santé et d'autres ministres autour de lui. Sera-t-on le 11 mai, professeur Delfraissy, sera-t-on prêt? Notamment, les médecins seront-ils, ce que vous indiquiez dans votre rapport, reposés? Les stocks seront-ils reconstitués? Et la médecine de ville pourra-t-elle être en première ligne? Ma première question, professeur Delfraissy. Bonjour à tous. Tout le monde a bien compris que c'était une sortie très progressive et lentement progressive du confinement. Tout le monde également a bien compris qu'il fallait qu'on sorte du confinement, que ce n'est pas une fin de rester dans le confinement, qu'il y a des enjeux qui sont certes sanitaires, mais qui sont aussi sanitaires d'ailleurs de rester dans le confinement parce que ça entraîne un certain nombre de pathologies, ou ça majeure un certain nombre de pathologies, et puis qu'il y a des enjeux sociétaux et qu'il y a des enjeux bien sûr économiques. Alors le conseil scientifique, je vous le rappelle, et qui est rattaché directement auprès du Premier ministre et du président de la République, a comme fonction de donner des grandes lignes d'orientation et des conseils d'orientation. Ce n'est absolument pas lui qui décide, c'est bien sûr le politique, et nous sommes là pour orienter ou tenter d'orienter dans des situations très difficiles. Alors pour répondre à votre question, on va être en grande partie prêt. Mais jusqu'à quel point, je pense que voilà, on va le voir dans les premiers jours. Et comme je l'ai indiqué, ça va se faire de façon très progressive. On peut peut-être rappeler quel est l'enjeu. L'enjeu, le confinement, d'abord, c'était là. Malheureusement, quand on a contribué à faire prendre cette décision début mars, c'était la moins mauvaise des solutions, puisqu'à l'époque, nous avions plusieurs dizaines de milliers de contaminations par jour, en particulier dans certaines régions, dans l'Est, et on présageait que c'était également vrai en région parisienne, qu'on avait ce fameux facteur dit R0 qui était de l'ordre de 3,3, 3,4, et qu'en face de ça, on avait un nombre de tests de RT-PCR limité, environ une capacité à faire 3000 par jour, et on était déjà donc dépassé pour avoir une attitude de type test et isolement. Le confinement a permis deux choses. Il a permis d'une part que le nombre de patients justifiant de la réanimation se limite, soit très important, et on a tous une pensée merveilleuse pour nos soignants et pour les familles qui ont perdu des proches. Mais néanmoins, le système de soins a tenu grâce à une mobilisation sans précédent
et avec une multiplication du nombre de lits de réanimation. Le deuxième élément, c'est que ça a fait baisser ce confinement, ce fameux facteur R0. C'est-à-dire que globalement, le nombre de contaminations a diminué. Bien sûr, il reste avec des parties très hétérogènes en France. Il reste plus élevé dans l'Est, il reste plus élevé en région parisienne. Il reste beaucoup plus bas dans le Sud-Ouest, par exemple. Mais globalement, on est à peu près, maintenant, on va arriver pour lundi, c'était d'ailleurs les modèles l'avaient prévu, hein, avec un R0 autour de 0,6. Donc on est passé de 3 ou 3,4 à 0,6. Alors qu'est-ce que ça veut dire 0,6? Ça veut dire il est prévu, et on l'a à la fois par ce chiffre et par les données que nous avons de nombre d'entrées, indirectement du nombre d'entrées en réanimation. Il est prévu qu'à partir du 11 mai, on est en gros à peu près entre 2000 et 4000 nouvelles contaminations en France, avec là aussi, bien sûr, plus de contaminations dans les régions qui ont été les plus touchées, c'est-à-dire le Grand Est, la région parisienne, la région lyonnaise et puis la région du nord de Paris. Est-ce Donc que, monsieur... l'enjeu, c'est de pouvoir finalement que faire vis-à-vis de ces quelques milliers de nouvelles contaminations. Est-ce que finalement, ce que vous disiez, les objectifs que vous vous étiez fixés les uns et les autres, les épidémiologistes, les infectiologues, et puis vous, le conseil scientifique, vous avez le sentiment que 2 mois et demi, enfin depuis le 15 mars, finalement, vous êtes en ligne avec vos pronostics ou vos prévisions? Écoutez, si je regarde les prévisions et ce que prédisaient les modèles aussi, oui, on est totalement en ligne. Hein. Je préférais vous dire autre chose, parce que je préférais vous dire que les modèles se sont trompés et que ça va mieux. Non, on est dans ce qui était à peu près programmé. Hein. Je prends votre... Quand j'entends parfois dire que de toute façon, avec ou sans confinement, on serait arrivé à la même chose, c'est faux. Il faut savoir que c'est faux. Hein. Je ne sais pas au nom de quoi certains médecins disent ça ou certains scientifiques. Les prévisions qui étaient faites par les modèles, si nous n'avions pas eu de confinement, étaient de l'ordre de 120 000 ou 150 000 décès en France. Oui, on admettra avec... On admettra avec vous, Monsieur Delfraissy, que beaucoup de gens parlent et beaucoup de bêtises se disent sur des questions aussi importantes. C'est ce que nous essayons de ne pas faire ici ce soir avec vous, évidemment. Je vous avais posé 3 questions dans votre rapport. Vous disiez médecin reposé, stock reconstitué, une médecine de ville en première ligne. C'est ce que vous attendez des médecins? Oui, alors le point de départ évidemment est d'avoir de très nombreux tests, des capacités de tests. On parle bien de tests diagnostiques par RT-PCR pour pouvoir tester à partir de lundi de façon très large à la fois les personnes qui sont suspectes, qui ont des signes, mais aussi celles qui ont peu de signes ou des signes atypiques, mais qui pensent avoir été, mettons aussi, en contact avec une personne Covid+. Donc avoir une très large utilisation des tests, chose que nous n'avons pas eu en février en France, et qu'ont eu plus tôt que nous les Allemands. Et donc là, c'est en gros, on va avoir une capacité de à peu près 100 000 tests par jour sur l'ensemble du territoire, y compris l'outre-mer. Et c'est à partir de ces tests que l'ensemble ensuite se décline. Quelqu'un doit avoir accès aux tests. Il reste confiné pendant les 24 heures ou les 12 heures pendant lesquelles il a la réponse d'un test positif ou négatif. S'il est positif, c'est là où il y a en effet un ensemble de dispositions dans lesquelles le médecin généraliste est un élément pivot. Il n'est pas le seul, c'est l'ensemble des soignants. C'est aussi dans certaines régions où pour des raisons diverses, il n'y a pas suffisamment de médecins généralistes et où il y a un renforcement qui peut être ce qui avait été appelé les brigades. On ne va plus appeler les brigades parce qu'il y avait un côté peut-être trop militaire, mais avec en tout cas des équipes qui permettent d'aller voir les personnes qui sont dépistées, revoir avec elles les personnes contacts, elles ont quand même une mémoire, c'est durant les derniers jours, et un certain nombre de ces personnes auront aussi un outil numérique qui permettra de dépister les contacts. L'outil numérique arrivant dans un deuxième temps, il ne sera pas disponible dès le 11 mai.
Oui, on va décliner tout ça et vous voyez, on a déjà beaucoup de questions. On va également demander à deux médecins également de dialoguer avec nous. On a fait des petits reportages. On va vraiment décliner. On a 45 minutes ensemble, donc on va parler de tout ça. Je voulais vous faire rappeler peut-être, me semble-t-il, quand on vous écoute, qu'on vous lit, c'est la nécessité d'une bonne coopération entre les médecins de ville, les médecins hospitaliers, les pharmaciens, les infirmiers, etc. À votre avis, c'est ça aussi une clé de la réussite et peut-être quelque chose que l'on aura finalement découvert au travers de cette crise. On en parlait beaucoup, mais là, la réalité de la coopération, de la collaboration entre professionnels de santé, elle s'impose. C'est ce que vous... C'est le message, c'est Oui, un de vos messages. je pense qu'il y a deux clés. Il y a la clé dont vous parlez, sur laquelle je vais revenir, et il y a une deuxième clé, c'est faire confiance pour garder la confiance. C'est-à-dire que dans l'ensemble des dispositions qui vont être prises, c'est mettre le citoyen en responsabilité individuelle. Il y a une série de recommandations qui vont lui être faites, s'isoler, se tester, aller emmener ou pas ses enfants à l'école, utiliser ou pas un outil numérique, mais à chaque fois, c'est une décision individuelle. On fait confiance et il n'y a aucune mesure coercitive. Je le répète, même chose aussi, même si à un moment donné, j'ai été mal compris, même chose pour les personnes qui sont les plus à risque de toujours développer une forme grave à la sortie du confinement, les personnes les plus âgées ou les personnes ayant des polypathologies. Il n'est pas question de les obliger à un confinement. Il est question par contre de leur rappeler qu'elles restent plus à risque, y compris à la sortie du confinement. Alors pour répondre à votre question sur l'interaction publique, hôpitaux et médecins de ville, ou public-privé, je crois qu'il y a une très belle leçon qui vient de se produire en région, à Paris également, entre les structures hospitalières publiques et privées, les soignants qui sont allés travailler de l'un dans l'autre, des structures privées qui ont ouvert des lits de Covid ou qui au contraire ont ouvert d'autres lits pour délester entre guillemets un certain nombre d'hôpitaux. Ça s'est fait, et moi je dirais que ça s'est fait, j'ai une vision de ça, on était dans une période de crise absolue, mais ça s'est fait aussi parce que ça s'est fait beaucoup dans l'interaction entre les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait bien sûr une administration qui était derrière, mais fondamentalement, c'est les coups de téléphone, c'est les jonctions entre une grosse clinique et à côté d'un hôpital, j'appelle le collègue réanimateur, j'appelle le collègue anesthésiste. Et j'en suis là pour en parler. Il a bien vu comment ça s'est fait à Strasbourg. Monsieur Delfrécy, je m'adresse non plus au président du conseil scientifique, mais au président du comité national d'éthique. La confiance, ça ne se décrète pas, notamment, probablement dans notre pays. Peut-être d'ailleurs vis-à-vis des citoyens, mais peut-être les médecins. On voit beaucoup de critiques, par-ci, par-là, des manques de confiance, même parfois vraiment une agitation qui est parfois insupportable d'ailleurs, me semble-t-il. Mais enfin, je voudrais avoir votre avis, c'est vous que j'interroge. Non, bien sûr, la confiance, ce n'est pas gagné d'avance, on le sait, on l'avait déjà vu d'ailleurs avant Covid et toute la discussion que nous avions menée sur la révision de la loi bioéthique, ça paraît déjà une autre époque, hein. Mais nous avait, je vous souvenez, on avait discuté de ce sujet, montrant qu'il y avait, y compris de la part de nos concitoyens, des questionnements de confiance sur les médecins ou sur les chercheurs. Bon, là, je crois que les soignants ont regagné la confiance. C'est fondamental. Alors, il faut évidemment que ça se construise et que ça perdure. Mon message il est à la fois pour garder la confiance de dire aux citoyens, c'est vous maintenant nos soignants. Les soignants ont beaucoup donné, c'est maintenant à vous de devenir des soignants de vous-même. C'est vous qui devez être en responsabilité. C'est une jolie expression. Oui. Je vous propose d'écouter le docteur Jacques Pierry, qui est médecin généraliste à Paris, dans le 9e arrondissement, et qui va vous poser une question, Monsieur Delfrécy, et ensuite on continue notre dialogue avec le professeur Sibilia et vous-même. Nous sommes tous médecins, et notamment les généralistes, en face d'une situation particulière et difficile. Et j'aurais quelques questions à vous poser, si vous pouvez nous aider.
La première concerne surtout les tests sérologiques qui fleurissent un peu partout dans les laboratoires. On nous fait des propositions, si j'ose dire, avec le sentiment que tous n'ont pas la même fiabilité. Donc, première chose, quand pourra-t-on tabler sur des tests fiables? Et la deuxième question, si les gens sortent avec des tests positifs, qu'est-ce que je fais des patients? Sachant qu'il y a eu des évocations de mise à l'hôtel, dont on ne sait pas où ils sont, comment ça se fera. Dans la pratique, quand j'ai eu jusqu'à présent des patients dont je suspectais hautement la positivité, je leur disais bien sûr de se confiner chez eux, de ne pas sortir et d'être très prudents. Mais voilà, les deux questions que je pose, c'est quand pourra-t-on compter sur des sérologies fiables et que faire des gens identifiés comme positifs? Monsieur Delfrécy et Jean Sibilia, vous allez répondre à ces questions. On a un nombre incalculable de questions sur les tests. Alors, notamment, pouvez-vous faire un point sur les tests sérologiques neutralisants? Les chiffres annoncés par le gouvernement pour le nombre de tests réalisables vous paraissent-ils réalistes? Enfin, et puis on reverra avec le docteur Baron également ce sujet. Jean, est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, avec Jean-François Delfrécy, peut-être ouvrir ce schéma, ouvrir notre réflexion, sur les schémas scientifiques, les approches, les recherches cliniques, etc. en cours. Merci Pascal, merci Jean-François pour tout ce qui est fait remarquablement par le Conseil scientifique. Et Dieu sait que c'est difficile. Plus de 10 000 papiers scientifiques depuis le début de l'année. Donc c'est une charge incroyable d'analyse de la connaissance. J'avais une première question qui est une vraie question intrigante. Quand on regarde l'évolution des courbes épidémiques dans la plupart des pays où les données sont valides, on a l'impression d'un aspect de courbe à peu près identique, simplement avec une hauteur de vague un peu différente, que le pays ait appliqué une stratégie de confinement moins stricte ou relativement lâche. Est-ce que ça sous-entend qu'on est dans un profil épidémique d'un virus entre guillemets saisonnier, ce qui est plutôt rassurant, ou est-ce que c'est vraiment un artefact aujourd'hui simplement de quelque chose qui est influencé par l'attitude des mesures qu'on a prises? Est-ce que on peut analyser les choses dans l'état pour prédire ou pas une deuxième vague, parce que c'est ça la question. Et vous répondrez, s'il vous plaît, au docteur Pierry sur les tests, l'un et l'autre peut-être, mais enfin Monsieur Delfrécy en particulier. Alors, les tests, vous parlez bien des tests sérologiques qui sont différents, rappelons-le, des tests de type RT-PCR qui, eux, sont des tests diagnostiques. Les tests sérologiques, finalement, sont des sérologies, comme les autres sérologies, qui permettent de témoigner de la présence d'anticorps dans le sang sérique, IgM, IgG, ça ne teste pas les IgA muqueuses, c'est important. Et il y a maintenant une série et ça témoigne de deux choses. Premièrement, d'une immunité au sens qu'il y a eu un contact de la personne avec le virus. Ça ne témoigne pas forcément totalement, ou en tout cas, il reste encore un certain nombre de questions sur le caractère de protection. Est-ce que ces anticorps sont-ils totalement protecteurs? C'est la question. Alors, deux points donc sur la sensibilité de ces tests. Ça a mis un peu de temps. Les tests de référence sont dans les centres de référence français, mais c'est la même chose à l'international. Et il y a maintenant une série d'ELISA qui ont été testés, dont un certain nombre ont une bonne sensibilité et une bonne spécificité. C'est important parce qu'on peut faire des chaînes ELISA, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de problème de quantité de tests. On peut faire des dizaines de milliers de tests par jour, voire des centaines à partir du moment où on met en route des chaînes ELISA de ce type. Bon. Alors, la deuxième question, et donc ça, je suis très confiant pour répondre à votre question. Dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir 4-5 tests ELISA qui vont être reconnus, labellisés et qui pourront être utilisés. Bon. À la fois, il y en aura des Français, il y en aura des non-Français, européens ou de nature diverse. Deuxième question, est-ce que des tests rapides pourront être utilisés? Alors, il commence à y en avoir un certain nombre. Vous savez que sur les tests rapides, ça change évidemment un peu la donne. Si chacun peut se tester et avoir la réponse en très peu de temps,
on peut imaginer une forme de testing encore beaucoup plus large, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple que d'aller se faire une prise de sang. Là, par contre, moi, j'attends, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il y a un certain nombre de tests rapides qui sont à peu près au point. La validation de type sensibilité, spécificité n'est pas encore complète, mais je suis optimiste. C'est-à-dire que tout va très vite pour le Covid, et donc je pense qu'on aura des tests rapides, je dirais, de très bonne qualité fin mai. Donc c'est l'occasion de quelques semaines. Donc voilà. Alors après, la vraie question, c'est à quoi ça sert, et à quoi servent, et dans votre batterie, vous, médecin généraliste, quand prescrire un test et pour qui prescrire ce test de sérologie et qu'est-ce qui va vous amener. Mais peut-être que Jean Sibilla peut également répondre aussi, puisqu'on est dans un dialogue. Et le docteur Baron interviendra aussi là-dessus. Oui, c'est l'analyse à titre individuel. Je pense que ça a été largement dit. La prudence dans l'utilisation individuelle de ces tests aujourd'hui, Jean-François l'a rappelé, le caractère protecteur des anticorps détectés reste encore à confirmer, même si on a fait quelques éléments comparateurs avec le CNR à Strasbourg, et je pense qu'on est assez confiant dans un caractère protecteur quand même d'un certain nombre de réponses sérologiques. Je crois qu'on peut décemment envisager que ces anticorps soient protecteurs neutralisants, puisque on les a caractérisés par leur caractère neutralisant. Donc moi je suis comme Jean-François Desfrécy assez confiant en tout cas pour la sérologie. Mais après il faudra effectivement qu'on précise bien à quoi ça sert et de ne pas aller peut-être jusqu'au passeport d'immunité qui est probablement l'excès dans cette affaire-là. Aujourd'hui il n'est pas question, parce qu'on a un passeport d'immunité qui dit qu'on a des anticorps, de ne plus appliquer les mesures barrières. Je crois que Jean-François l'a rappelé, attention, les mesures barrières, c'est protéger les autres aussi. Et on peut très bien porter des anticorps, mais transporter du virus sur les mains. Donc attention à ne pas d'excès dans une sorte de mythe de la protection. On va analyser les choses en pleine confiance, gagner la confiance des gens, et on verra dans quelques semaines. On va y revenir avec le docteur Baron. Vous nous dites un point sur les drive tests. Est-ce que ça fonctionne? Comment ça va fonctionner? Quel est le rapport avec les mecs? Quels seront? Il y a un rôle des médecins dans les drive tests? Alors c'était la deuxième question, c'est-à-dire quand je prescris un test diagnostique, c'est-à-dire un test de type RT-PCR, est-ce qu'il va y en avoir suffisamment? Comment je vais le prescrire? Comment j'aurai les résultats? Alors là, on est dans un diagnostic de l'infection. Et c'est le point capital, c'est l'examen capital. Pour vous, les médecins généralistes, c'est l'examen essentiel. C'est celui qui est entre vos mains, que vous devez prescrire à la moindre suspicion et le prescrire de façon large. Je rappelle que ces tests ont une très bonne sensibilité, mais ils perdent un peu de sensibilité en fonction des conditions du prélèvement. C'est-à-dire que ce prélèvement, qui, je vous le rappelle, n'est pas un prélèvement sanguin, mais qui est un prélèvement avec un prélèvement nasobuccal, entre guillemets, n'est pas si simple que ça à faire, et en particulier chez les enfants, par exemple, parce qu'ils toussent, ils crachent, ils s'étouffent, etc. Donc, c'est la qualité de l'écouvillon est presque aussi, j'exagère, mais est très importante. Elle est presque aussi importante que le test lui-même, parce qu'on peut diminuer considérablement la sensibilité du test diagnostique si on n'a pas une bonne qualité de prélèvement. Alors après, ça va être pratiqué dans le public, dans le privé. Vous savez qu'il y a un remboursement qui a été fixé. Il a été demandé à l'ensemble des acteurs publics ou privés de rendre le diagnostic en moins de 12 heures. Ça fait partie du cahier des charges. Et de le rendre à la fois à titre individuel, pour le médecin qui a prescrit, c'est une prescription médicale pour l'instant. C'est une prescription médicale. On changera peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant, il y a bien un acte médical pour prescrire le test. Et cet examen sera rendu également, sera le point de départ de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des équipes qui vont aller localiser la personne qui a été dépistée positive. Équipe où ça peut être le médecin traitant et ou d'autres acteurs de soins de santé primaire, ou bien ça peut être une équipe dédiée dans des zones où les acteurs de santé primaire classiques ne sont pas au rendez-vous pour des raisons diverses. Et donc, il y aura les deux formules. Et donc, et enfin, ce test sera rendu de façon nationale, d'abord départementale, puis nationale, de façon à pouvoir compter le nombre de tests qui est réalisé chaque jour dans chaque département, donc avoir une idée de ce qui se passe, de savoir le taux de positivité, et puis d'avoir une vision nationale. On a fait combien de dépistages,
on a quels résultats positifs et dans quelle région. On est capable, à partir de, je dirais, de milieu de la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est le 11, mais ça sera milieu de la semaine prochaine, d'être à peu près autour d'une capacité de 90 000, 100 000 tests par jour en France, parce qu'il y a eu un effort considérable qui a été réalisé avec une série de grandes plateformes qui s'est mise en place, tant au niveau public que privé. Oui, on va faire pareil, et vous savez qu'on se compare toujours avec nos voisins allemands et nos amis des autres pays européens. On va faire aussi bien ou à peu près pareil que les Allemands notamment, ou les Italiens, les Espagnols, etc. Monsieur Delfrécy. Alors, on a du retard sur les Allemands, fondamentalement. Les Allemands ont pris une attitude de dépistage très, très large dès le mois de janvier. Donc, si vous faites le calcul du nombre de dépistages qui a été réalisé en Allemagne depuis le début, si vous regardez en France, il y a un gap important. Quand, début mars, au moment de la décision du confinement en France, nous avions à notre disposition 3000 RT-PCR par jour, les Allemands étaient déjà à 50 ou 60 000 RT-PCR par jour. Donc ça vous montre le gap. A contrario, là, début mai, là, dans la semaine prochaine, les Allemands tournent à peu près à 100-120 000 tests par jour, c'est-à-dire là où on va être. C'est-à-dire beaucoup de retard, et un retard rattrapé, et maintenant à nous de montrer qu'on sait aussi, tout le monde, tous les acteurs, oui. Et pas seulement attendre ça de l'État, mais que tous les acteurs, nous allons être capables d'utiliser ces tests dans le bon sens. Le temps passe malheureusement trop vite. On va rester sur encore ces tests en écoutant le docteur Lionel Baron, biologiste et président du syndicat des jeunes biologistes, qui fait un commentaire et qui va vous poser une question à l'un puis à l'autre. Et puis, je sais pas si on pourra reparler un peu de la recherche clinique avec Jean Sibilia peut-être, et les études, ça intéresse toujours les professionnels de santé qui nous regardent. Voilà, si notre réalisateur Olivier Madard veut nous passer l'entretien que nous avons mené avec. On a deux types de tests. Le premier, c'est le test PCR, c'est-à-dire la recherche directe du virus dans l'organisme. Ce test-là, on nous demande d'en faire 700 000 la semaine prochaine. On a deux incertitudes. Les capacités maximales théoriques, on les a. En revanche, l'incertitude, c'est premièrement, est-ce qu'on aura suffisamment de carburant pour faire tourner les machines? Est-ce qu'on aura l'approvisionnement suffisant? Ça, c'est la première question. Le ministre s'est engagé à nous libérer le consommable qui nous manque, mais pour l'instant, on n'a rien vu arriver. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que ces 700 000 tests suffiront? Puisque un patient symptomatique, on ne sait pas combien il va y en avoir demain, on ne sait pas combien il y aura d'infections demain, ça va dépendre évidemment de la précaution en termes de sécurité individuelle et de respect des mesures barrières. Le deuxième test que nous avons, c'est le test sérologique qui va rechercher les anticorps du virus, c'est-à-dire la réaction de l'organisme au virus. Et la difficulté sur ces tests-là, c'est que ces anticorps, pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont protecteurs, combien de temps ils sont protecteurs, et on sait par contre que il est possible de se faire recontaminer, notamment si le virus mute. Par ailleurs, il est possible d'avoir des anticorps tout en étant contagieux pendant une période de temps, puisque les anticorps sortent assez précocement, encore dans la phase de contagion. Donc la difficulté avec ces tests-là, c'est de les utiliser dans de mauvaises conditions et d'avoir des erreurs d'interprétation avec des personnes qui se croiraient immunisées à tort et qui finalement lèveraient les mesures barrières en transmettant le virus à l'entourage. Donc nous sommes très inquiets sur l'utilisation de ces tests-là. Et nous sommes d'accord avec les indications de la Haute Autorité de Santé de les réserver pour des raisons épidémiologiques ou en diagnostic de rattrapage quand le premier test PCR est négatif, mais il ne faut absolument pas les utiliser pour dire qu'une personne est immunisée et peut enlever le masque, lever les mesures barrières, etc. Et il est important de le faire dans le cadre d'un diagnostic biologique avec une interprétation par un professionnel de santé expert du diagnostic, parce que sinon on va faire des erreurs de diagnostic. Alors la question, voilà, ça c'était le commentaire. Et la question qui vous est posée, et ensuite il posera une question à Jean Sibilia, je crois. Monsieur Delfrécy, on sait qu'il y a pas mal d'incertitudes sur l'interprétation des tests sérologiques. Est-ce que vous savez ce que va décider le gouvernement et le ministère, et comment est-ce qu'on va les utiliser demain? Écoutez, je crois qu'on a déjà répondu, hein. C'est-à-dire de bien distinguer, puisqu'on est là devant des médecins, entre ce qui est
immunité et qui témoigne qu'un anticorps montre que un individu donné, donc son système immunitaire, a été en contact avec un virus, en l'occurrence le Covid-2019, et de la protection. Alors, dans la majorité de ces anticorps qui sont détectés par les tests ELISA, il y a un certain nombre d'anticorps protecteurs. Hein. Et globalement, je dirais que dans une vision de quelqu'un qui a fait un Covid dûment individualisé, hospitalisé, qui a eu une pneumopathie, qui a eu une RT-PCR positif et qui se retrouve 6 semaines plus tard ou mettons même 8 semaines plus tard, qui se retrouve avec une sérologie positive, eh bien, on ne peut pas affirmer qu'il y a que ces anticorps sont protecteurs. On ne peut pas l'affirmer. Je pense qu'il faut être clair. Et on peut aussi avoir un bon sens clinique et un peu de raisonnable et dire que cette personne a très peu de chances de redévelopper un Covid. Donc, c'est toute la nuance. Alors, sur l'utilisation de ces tests, eh bien, je pense qu'il va y avoir une demande très forte des Français, quelles que soient les recommandations du ministère, quelles que soient les recommandations de l'HAS, quelles que soient nos recommandations du comité scientifique. Beaucoup de gens vont arriver chez leur médecin et vont dire, docteur, moi, en mars, j'étais pas bien, j'ai eu un truc, j'étais pas terrible, etc. Et est-ce que je pourrais faire une sérologie pour éventuellement voir si j'étais en contact avec le virus? Et c'est là où le dialogue médecin-patient prend toute sa valeur comme d'habitude pour expliquer ce qu'un test Covid veut dire ou ne veut pas dire. Voilà. Alors, une question que le docteur Baron pose également à Jean Sibilia, et je crois que ça touche plutôt une prise en charge. Bonjour Monsieur Sibilia, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez s'il y a des interférences avec certaines pathologies et avec les tests sérologiques? Je pense notamment aux personnes qui ont des facteurs rhumatoïdes. Merci. Voilà, Jean, je crois qu'il était un de vos étudiants, donc il en profite un peu. Ouais, bon, il connaît la réponse, hein, il connaît la réponse. Évidemment, quand on a des facteurs rhumatoïdes, ce sont des IgM, et on sait que les IgM, ça colle partout au plastique, et que l'IgM de l'IgM polyclonal à activité facteur rhumatoïde peut perturber un test ELISA. Donc c'est un vieux truc, il y a l'astuce connue. Alors évidemment, mais enfin c'est pas tous les malades, et on sera, comme l'a dit Jean-François Delfrécy, très attentif dans une relation diagnostique avec nos malades atteints de polyarthrite rhumatoïde pour bien interpréter les tests sérologiques. Il y aura un travail très spécifique à faire là-dessus, évidemment. À l'un et à l'autre, un point sur les traitements espérés, notamment au travers des études cliniques en cours. Alors, on sait qu'il y a plusieurs polémiques. On va pas revenir sur celle de Marseille, mais maintenant, il y en a une à Paris, enfin, etc. Alors, qui veut prendre la parole sur ce sujet très complexe? Pascal, moi j'aimerais bien l'avis de Jean-François sur la question sur la deuxième vague, sur les simulations de ce qui va se passer, les déterminants de ce qui permettrait de dire, parce qu'on a une biologie du virus, un virus dont la vie n'est pas bien connue, sa saisonnalité, ses capacités à muter, et une situation comportementale de nos sociétés qu'on connaît pas bien. Donc on est un peu gêné. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut simuler? Est-ce que les courbes qu'on voit apparaître maintenant, pays par pays, qui ont à peu près la même tête, est-ce qu'elles prédisent de la saisonnalité ou pas? C'est important quand même pour la sortie du confinement d'avoir une idée de ce qui peut se passer. Alors évidemment, j'ai pas la réponse, hein. Et ça montre bien, je pense, les degrés d'incertitude qu'on a encore sur ce virus, à la fois sur le plan physiopathogénique, on l'a vu, mais également sur les aspects épidémiologiques. Globalement, on a plutôt l'impression, en effet, que ces courbes sont assez proches, avec des niveaux évidemment quantitatifs différents selon les pays, et que peut-être on peut espérer qu'il y a une activité saisonnière. Quand on reprend les grandes épidémies de virus respiratoires, l'immense majorité d'entre elles avaient une activité saisonnière, c'est-à-dire se réduisaient au moment de l'été, en tout cas dans les pays tempérés, et avaient un redémarrage à l'automne. Ça pose la question de la liaison du virus, de l'humidité, de l'environnement, d'un certain type de chaleur. Et on peut, je dirais, en fonction, s'il n'y a pas trop d'erreurs réalisées tant au niveau de l'organisation que de nos concitoyens eux-mêmes au niveau du déconfinement, on peut espérer finalement, avec des signaux d'alerte qui sont en place et sur lesquels on va revenir dans les semaines qui viennent,
on peut imaginer qu'on arrive à passer une première phase. Et puis ça se trouve, je serai complètement... la réalité me montrera que c'est pas le cas. Mais disons qu'il y a, je dirais, on peut penser qu'on pourrait passer l'été dans de bonnes circonstances. Après, à l'automne, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Si on regarde ce qui s'est passé pour d'autres coronavirus, et en particulier pour le SARS, il y a eu toujours une ou deux épisodes qui sont revenus. On n'est pas obligé, contrairement à ce que j'entends souvent, d'attendre une immunité populationnelle de l'ordre de 60 ou 70%. Pour d'autres coronavirus, y compris plus pathogènes comme le SARS, on n'a pas obtenu les 60 à 70%. Et pourtant, le SARS s'est arrêté. Mais inversement, le SARS avait un niveau de contamination qui était comparable, voire plus élevé à celui du Covid. Il avait une très grosse différence. C'est que le SARS contaminait au moment des signes cliniques. Le Covid contamine durant une phase silencieuse chez les patients asymptomatiques. Et donc, c'est là toute la discussion. Alors, pour me résumer, je ne fais pas de prédiction, ce n'est pas mon rôle, entre guillemets. On regarde, j'écoute ce que disent les modélisateurs. On peut imaginer une phase des mois d'été qui se passe dans des circonstances finalement pas mauvaises. Et il y a un grand questionnement sur ce qui peut se passer à l'automne. Jean, vous vouliez vous vouliez dialoguer, échanger sur les enfants et notamment avec cette affaire de la maladie de Kawasaki, notamment, je pense. Oui, j'avais deux questions, Jean-François. La première sur les enjeux de la recherche clinique. Il y a bien sûr beaucoup de pistes qui ont été lancées. Si on doit tracer 2-3 enjeux majeurs au moment du déconfinement, à la fois sur le plan méthodologique, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'agenda prioritaire, des choses à regarder rapidement. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question sur l'enfant, on peut échanger sur l'enfant parce que c'est évidemment un questionnement important avant la reprise de l'école pour certains d'entre nous. Et si on fait ça, on répondra aux multiples questions qui sont posées sur l'école, les enfants, etc. Oui. Sur la recherche clinique, il y a 3 pistes. D'une part, est-ce qu'on peut trouver un médicament finalement ayant plutôt une activité antivirale qui ne serait pas destiné à l'ensemble des Covid. On doit rappeler que dans 88-89%, les Covid sont une maladie un peu cognée, mais somme toute relativement bénigne. Mais finalement, l'idée d'un médicament, c'est d'éviter le passage à une forme grave, et en particulier chez les patients les plus à risque de forme grave. Il y a des données qui commencent à sortir, elles sont très préliminaires. Vous savez qu'on a un grand essai en France dans le cadre d'un essai OMS, qui est Discovery, dont on devrait avoir des premières données, je dirais, d'ici à peu près 15 jours à 3 semaines, qui permettra qui compare différentes molécules ou combinaisons de molécules pour permettre de tenter de répondre à cette question, et qui est un essai randomisé selon des règles classiques, etc. Le deuxième objectif qui est en partie résolu, et où on voit bien déjà que le recrutement des patients va être beaucoup plus difficile, c'est que faire sinon une forme grave, en tout cas juste avant la forme grave, pour essayer de lutter contre le... Je crois que nous avons perdu le professeur Delfrécy. Peut-être sur les... Jean Sibilia, vous êtes là? Je suis là, Pascal, oui. Voilà, oui. Alors, je crois que le professeur Delfrécy va essayer de nous contacter. On va demander à Olivier Madard d'essayer de le recontacter. Oui. J'espère que ça va marcher. Oui. Non, c'est parce que j'ai eu un appel, désolé. Donc, le deuxième point est l'idée d'avoir des molécules qui luttent contre l'orage inflammatoire. Il y a eu des premières données très préliminaires dans le cadre d'essais qui sont menés par à la fois Reacting et par l'assistance publique à Paris sur l'antirécepteur de l'IL-6. Voilà. Alors il y a eu quelques soucis, je dirais, qui ne remettent pas du tout en cause, qui ne remettront pas en cause du tout les résultats lorsqu'ils sortiront, sur un DSMB, c'est-à-dire un comité indépendant qui ne souhaitait qu'il y ait aucune publication, rien du tout, et qui a donc à cette occasion a émis non pas sur le fond de l'essai lui-même, mais sur la questionnement de fallait-il déjà donner des premiers résultats ou pas, et donc a souhaité ne pas poursuivre. Il y a un deuxième DSMB qui vient d'être nommé, les choses sont maintenant très solidement consolidées, et on devrait avoir les résultats définitifs de cet essai, montrant ou ne montrant pas, moi j'ai pas d'opinion, avec l'antirécepteur de l'IL-6,
d'ici une quinzaine de jours. Si c'est le cas, si ces résultats sont confirmés, ça veut dire qu'on aura une partie déjà de la réponse de l'approche sur le rage inflammatoire. Puis il y a une troisième grande catégorie d'essais, c'est les essais de prévention, car vous imaginez que finalement, on a une partie de la population qui est plus fragile et qui est plus à risque de développer une forme grave. Si on trouvait une molécule qui, prise de façon simple, puisse réduire de façon importante la transmission à cette population, l'infectiosité de cette population, eh bien, somme toute, on pourrait laisser le Covid vivre sa vie, puisqu'on protégerait la population la plus fragile, puisqu'on limiterait de façon considérable les formes graves. Donc, est-ce qu'on aura, dans les mois qui viennent, moi j'y crois beaucoup, mais c'est un pari, hein, une molécule, X ou Y, qui donnée à la population la plus fragile, lui permettrait d'avoir une protection, comme on l'a vu dans d'autres maladies infectieuses et d'autres maladies virales, et laisserait à la population générale, la moins fragile, la plus fréquente, la plus jeune, eh bien, vivre avec le Covid, alors que la population la plus fragile serait protégée par une molécule. Donc voilà les trois grands enjeux. Et comme on le discutait tout à l'heure, il y a une vraie question pour les médecins généralistes, parce que les enjeux de la recherche clinique vont se poser avec vous, et vous allez être avec quelque chose de très nouveau dont on discutait avec Jean Sibilla, les patients que vous allez dépister, à qui vous allez voir, avec qui vous allez discuter s'ils vont être en hôtel, s'ils vont être chez eux. Eh bien, c'est des patients un peu captifs dans une certaine mesure. Il va y en avoir plusieurs milliers par jour, hein, puisqu'on démarre, à votre question, c'est à 2 à 3 000 patients, ou peut-être 4 000 patients dépistés par jour. On en dépistera moins, mais on en dépistera une bonne fraction. Et cela, on peut peut-être, je dirais, à partir du moment où, bien sûr, avec leur consentement, leur proposer de participer à une recherche clinique active, démarrant à partir des médecins généralistes. Donc, c'est vraiment un enjeu très important, là, où vous pouvez jouer un rôle essentiel. Enfin, nous, on en a confiance sur l'organisation de la recherche. La balle va être dans votre camp. Oui, alors on va vous poser encore, pour terminer, mais enfin on a encore quelques minutes, des questions d'organisation de la prise en charge des malades diagnostiqués par le Covid et notamment par les médecins. Mais peut-être à la question à la question sur les enfants avant l'école, Jean Sibilla, vous interrogez? Oui, alors les enfants ont une charge virale qui est qui n'est pas plus importante que celle chez l'adulte, hein, quand on la mesure. Elle est même dans beaucoup de travaux plutôt plus faible, dans un travail récent allemand équivalent. La durée de circulation du virus ne paraît pas tellement plus importante. Donc globalement, en termes d'infectiosité, et enfin on doit rappeler que jusqu'à maintenant, en tout cas, on considérait que les enfants faisaient très peu de formes graves, en particulier chez les plus petits. L'enjeu, en fait, chez les enfants, il est double. Il est premièrement que, en particulier chez les petits-enfants, ils ont peut-être peu de virus, mais quand ils vont être ensemble à l'école, une des questions, c'est est-ce qu'ils vont être capables, pour les plus petits, de prendre des mesures barrières? Et la réponse, elle est simple. La réponse est non pour les plus petits. Donc, le virus risque de circuler. Ce qui n'a pas une importance majeure chez eux, puisque, somme toute, ils s'infectent plutôt moins et avec moins de virus. Le problème, c'est que ces enfants vont venir à la maison. Et ils vont être donc en contact avec des plus grands, avec leurs parents, et peut-être, en fonction des décisions qui seront prises par les grands-parents, avec leurs grands-parents. Donc, le risque, il n'est pas tellement pour les enfants eux-mêmes que pour l'enfant vecteur d'un virus qui va transmettre dans un contexte familial. C'est l'enfant dans son environnement. Et là, le médecin généraliste doit pouvoir bien expliquer ça à l'ensemble de la famille et poser les enjeux là où ils sont, et en particulier avec la relation avec les grands-parents. Alors les généralistes, pardon. Sur le point très particulier, de façon très récente, on aurait fait ce talk il y a 10 jours, on se serait arrêté là. Et puis depuis une dizaine de jours, on décrit un syndrome très particulier, qui est un syndrome dit de Kawasaki, avec un syndrome inflammatoire qui survient, qui peut toucher la plèvre, qui peut toucher le myocarde, qui peut toucher les articulations, qui est un syndrome qui est connu en pédiatrie, qui survient en général quelques semaines après un processus infectieux,
qui n'est pas probablement infectieux lui-même, mais plus une sorte d'activation immunitaire. Là aussi, on retrouve des choses analogues à ce qui est décrit en période aiguë. Et on vient de décrire en France, en Angleterre d'abord, et c'est les Anglais qui ont tiré un signal d'alerte, mais en France, on a maintenant plus d'une centaine de cas d'enfants avec du Kawasaki. Ça a été décrit également en Espagne, dans l'ensemble des pays. En moins d'une semaine, ce syndrome vient d'être décrit du Kawasaki associé au Covid. Bon. Alors, ça peut être avec une myocardite qui est parfois sévère. La totalité de ces enfants va bien. Hein, il n'y a pas eu de décès en France lié à ce syndrome de Kawasaki. Ils sont traités par des gamma-globulines, injection d'immunoglobulines intraveineuses à forte dose, qui a une activité très anti-inflammatoire. Ils répondent très bien, et les Kawasaki Covid répondent très bien à ces immunoglobulines. Voilà, ça nous prend un peu de cours parce que c'est tout nouveau. Mais enfin, si j'ai fait un rapide calcul qui est un calcul qui est faux, mais enfin, il est un calcul de bon sens. Hein. Si on a, mettons, 200 Kawasaki chez l'enfant en France dans les semaines qui viennent, je pense qu'il y a un effet de cumul là de gens qui déclarent maintenant des choses qu'ils avaient observées, mais qui va à un moment donné s'arrêter. Et en gros, on peut considérer qu'on a à peu près 300 000 enfants qui ont été infectés par le Covid. Ce chiffre, on ne le connaît pas, mais c'est une estimation à peu près grossière. Donc, vous voyez qu'on est 200 versus 300 000. Oui, alors je vais vous poser quelques questions et ce sera la dernière partie de notre entretien concernant maintenant ce que les uns et les autres médecins, professionnels de santé, infirmiers, mais aussi les kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les étudiants d'ailleurs en médecine. Je crois, Jean, que vous souhaitiez en parler. Voilà, qu'est-ce que vous attendez, vous et les pouvoirs publics, de nos confrères, de toutes ces catégories, à la fois les enjeux pour eux, également la sécurité et leur sécurité personnelle, parce que c'est vrai que quand on est chirurgien orthopédiste, par exemple, ou que l'on est radiologue, ou que l'on est chirurgien dentiste, chaque profession a quand même ses propres enjeux dans cette période. Alors on a bien connu les périodes où on était en traitement avec le sida ou d'autres pathologies, mais enfin voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre sur ces sujets-là? Et puis pour terminer, on parlera peut-être, vous aviez évoqué les brigades, les sentinelles ou brigades, mais également évidemment les applis, les nouvelles applis numériques contre le Covid-19. Ça terminera notre entretien. L'un et l'autre. Jean. Monsieur Delfrécy. D'abord. Non, Jean d'abord. Moi, j'ai Jean parlé. Oui. Non, je crois que c'est une vraie question que demain, les Covid seront dans les territoires, ils seront pas dans les hôpitaux. Donc, si on veut être dans une situation de veille sanitaire et de détection, parce que franchement, ça dépendra de ça, de notre capacité à identifier les gens, à les tester, à les isoler. Il faudra que l'ensemble des professionnels de santé sur le terrain soient capables de réagir, de travailler protégés. C'est le vrai problème. On a vu la problématique des dentistes, notamment récemment, qu'ils puissent travailler, exercer protégés, qu'ils aient l'information et qu'ils aient l'infrastructure derrière pour tester les gens, parce qu'on a eu beaucoup de retours de médecins traitants qui n'étaient pas capables de tester encore il y a quelques semaines. Il faut qu'ils aient la capacité, et on l'aura. Je suis comme Jean-François très optimiste pour ça, et qu'ils aient la capacité de faire appel aux procédures d'isolement. Donc, je pense qu'il y a vraiment toute une logistique à mettre en œuvre, mais on compte beaucoup sur les structures de terrain. Et par exemple, Jean, pratiquement, pardon, excusez-moi, je vous coupe parce qu'on se voit pas. Pratiquement, par exemple, les chirurgiens dentistes, qu'est-ce que vous leur conseillez là? Ils vont reprendre, j'imagine, le 11 mai. On conseille trois choses. Un, de reprendre, parce que je crois que Jean-François l'a dit à plusieurs reprises, il faut que le déconfinement, c'est la reprise de la vie progressive avec de nouvelles mesures, mais il faut reprendre des soins. On voit, moi j'ai vu dans mon hôpital les premiers malades, le décalage de 2 mois de pathologies chroniques qui ont été maltraitées, et là il faut absolument médicalement qu'on reprenne en charge nos malades, et les dentistes aussi. Je veux dire, c'est des soins très importants. Première chose. Deuxièmement, qu'ils se protègent.
Je crois que nos dentistes, nos soignants doivent se protéger. On sait sur plusieurs éléments épidémiques, le SARS-CoV avait montré qu'il y avait des foyers nosocomiaux en fait. Il y a des clustérisations nosocomiales chez les soignants à un moment donné, donc il faut qu'ils se protègent et qu'ils aient les moyens de se protéger et qu'ils fassent partie d'un réseau de détection. On va chez le dentiste, on peut très bien signaler de la fièvre, des douleurs, etc. Le dentiste n'est pas en première ligne, mais il est associé au réseau de détection. Je pense qu'il a vraiment sa place dans le réseau. Professeur Delfrécy? Non, même vision. Je pense que les dentistes ont appris à se protéger peut-être encore plus que d'autres professions. C'est à partir de ce qu'on a connu sur le VIH, sur les hépatites, la quasi-totalité des dentistes travaillent avec des gants. Moi, j'ai connu la période où ils ne travaillaient pas avec des gants. Et ils ont appris à travailler avec des gants. Ils travaillent en se protégeant avec des masques depuis longtemps. Donc, je pense que cette profession est déjà relativement professionnelle, je dirais, y compris par rapport à un médecin généraliste, pour voir les choses en face. Donc, je pense qu'ils vont encore, je dirais, faire plus attention. Et puis après, c'est en effet aussi un phénomène de responsabilité. Un patient qui a de la fièvre ou qui a un certain nombre de symptômes, c'est peut-être pas le moment d'aller voir votre dentiste, ou en tout cas de reporter le rendez-vous et d'abord de clarifier à quel point vous en êtes, et ça rejoint le problème du dépistage en général. Et après, moi j'attends beaucoup, je suis comme Jean Sibilla, j'attends beaucoup des professionnels de soins primaires. C'est une opportunité, vous le savez, en France, la difficulté qu'on a et qu'on a eu finalement à relier à la fois une médecine de qualité, mais très hospitalo-centrée, etc., et à mettre ensemble, de travailler ensemble. Ça, il y a des exceptions notables, bien sûr, mais avec les spécialistes de soins primaires. Eh bien là, c'est une très belle opportunité parce que, en effet, les Covid vont être maintenant dépistés très tôt, donc dans un premier temps en ville. Donc c'est l'occasion, à cette occasion, eh bien de repérer un certain nombre de patients et les médecins généralistes ont un rôle majeur. Je dis néanmoins attention parce que si on fait le calcul, et j'ai connu ça à une période de tout début du SIDA, où on avait essayé aussi de construire des réseaux avec les médecins généralistes. Et si je fais le calcul du dépistage, qui va porter à peu près sur 2 ou 3 000 patients par jour, à partir de début mai, c'est ce qu'on espère, en tout cas pour maintenir l'épidémie à un niveau avec un R0 autour de 0,6, 0,7. Il y a 35 000 généralistes en France, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que la chance pour un médecin généraliste de voir un patient Covid, évidemment, il va varier selon les régions, mais il ne va pas être non plus très considérable. C'est-à-dire qu'il y a des régions où ils vont en voir, il y a des régions où ils n'en verront pas. Et donc, il faut qu'ils soient en alerte, qu'ils sachent que néanmoins, en n'en voyant pas beaucoup, on compte beaucoup sur eux comme acteurs pour ne pas passer à côté du cas dans une région qui, justement, est à un niveau faible de replication virale, mais que le démarrage d'un cluster, eh bien, ça doit s'arrêter dès le début. Oui, et permettez-moi puisque vous évoquiez cette expérience sur le sida dont vous êtes un des grands acteurs, de dire qu'effectivement, il ne faut pas que les professionnels de santé de ville se sentent exclus et que la responsabilité aussi des hospitaliers, c'est bien que vous êtes tous les deux, c'est bien de les intégrer. Et je vois qu'il y a souvent des approches qui sont faites, d'ailleurs le sida, la cancérologie, etc. Donc là, vous avez une lourde responsabilité. Dites-moi, pour terminer, Brigade Sentinelle et également peut-être le digital, j'avais une très bonne question qui a été posée, alors c'est toujours un peu les mêmes, mais puisque nous sommes là pour faire le point, comment vont être protégées les données collectées par les brigades, voyez-vous, il parle des brigades, Nicolas, auprès cas contact, vont-elles servir à des études anonymisées? Vous pouvez répondre également à ça, peut-être brigade et digital. Alors brigade, donc c'est un mot qu'on n'emploie plus. Je suis un peu responsable de ce mot-là parce que je trouvais qu'il avait un côté, on comprenait bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire un petit groupe de personnes, médecins ou non médecins, qui va une fois que le patient a été repéré avec une RT-PCR positive, qui va le voir, qui fait avec lui lui explique ce que veut dire le diagnostic, qui voit l'environnement familial,
qui décide avec lui, c'est lui qui décide une fois de plus s'il souhaite être finalement isolé à l'extérieur, dans un hôtel ou dans une structure ad hoc, ou bien rester en famille si c'est possible, ou au contraire s'il y a les grands-parents et qu'il faut expliquer que peut-être rester avec les grands-parents n'est pas la meilleure des solutions. Qui mieux que le médecin généraliste? Qui mieux que les acteurs de soins primaires peuvent établir ce dialogue, qui est toujours un dialogue pas simple, mais vous savez parfaitement le faire, c'est votre rôle. Donc là, je trouve que vous retrouvez totalement votre rôle dans cette lutte contre Covid 2019. Alors, il faut aussi s'interroger sur quel contact a eu la personne qui vient d'être découverte positive et qui est maintenant un cas avéré. Alors, il y a la mémoire des gens quand même. Hein. Voilà, on peut savoir dans les quelques jours qui ont passé avec qui on a été très proche, etc. L'humain est quand même fondamental. Moi, je veux bien que le numérique soit essentiel, mais l'humain, à mes yeux, reste fondamental. Et ça, c'est le dialogue avec ce groupe et avec ce médecin. Et puis, il y a l'outil numérique. Alors, l'outil numérique n'est pas prêt. Vous savez qu'il a fait l'objet à la fois de difficultés. Est-ce que ça sera un outil européen? Est-ce qu'on va le faire avec l'Allemagne? Est-ce que ça sera un outil français? Et il permet, et on a l'exemple, mais dans une autre culture, dans un autre pays avec la Corée, de repérer de façon strictement anonyme deux choses. Ah, alors, peut-être là. Oui, alors Jean. Oui, peut-être sur le digital, et le professeur Delfrécy va nous rejoindre si Olivier Madard nous reconnecte. On peut faire un commentaire. Et Jean-François l'a dit, c'est pas prêt. Et je crois que les Français sont pas forcément prêts. Parce que pour que cet outil soit utile et utilisable, il faut un taux d'adhésion important. J'avais lu 60% d'utilisation au moins. Sinon, si l'outil n'est pas partagé, l'utilité est très très réduite. Jean, une question que je me pose moi-même, c'est la téléconsultation. Les Français se posent la question. Elle a été remarquablement utilisée, enfin en tout cas très utilisée. Est-ce que maintenant, il faut recommander aux médecins de revoir leurs patients? Parce qu'on sait bien que l'acte médical, c'est de la palpation, c'est de la sémiologie, c'est du contact physique. Enfin, le professeur Delfrécy vient de nous le dire. Quelle est votre prescription et votre conseil en la matière, Jean Sibilia? On l'a expérimenté. Jean-François Hydretot, pardon, je répondrai après. Terminé. Non, terminé. Vas-y, Jean, terminé. L'utilisation de la télémédecine, on a été de fait obligé pour suivre nos malades de les voir en télémédecine. En gros, c'est assez facile quand c'est du suivi. C'est très difficile quand c'est du primo-diagnostic. Donc les malades que l'on connaît, que l'on suit, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, simplement au fil de l'eau, savoir s'ils prennent bien leur traitement, comment ils vont, les rassurer, leur expliquer des choses, leur passer des messages, c'est assez simple. En revanche, s'il y a un élément aigu ou s'il y a une consultation d'un premier diagnostic, c'est très difficile et on est obligé de les voir. Donc aujourd'hui, on va trouver un équilibre entre téléconsultation et consultation physique. Oui. Je demandais Jean-François Delfrécy à Jean Sibilia s'il faut que les médecins voient maintenant revoient leurs patients physiquement ou continuent la téléconsultation. C'est votre avis. Et puis une dernière question et on termine, monsieur Delfrécy. Enfin, je pense surtout qu'il faut, mais Jean Sibilia l'a très bien expliqué tout à l'heure, il y a Covid, et puis il y a aussi ce qui est extra-Covid. Et une de nos inquiétudes, vraiment, nous tous, c'est que la mortalité liée au non-Covid soit plus importante qu'on ne l'imagine. Un certain nombre de maladies chroniques, où certaines d'entre elles peuvent en effet passer avec un renouvellement d'ordonnance, mais on sait que, par exemple, les cardiologues ont constaté que l'arrivée des infarctus du myocarde était beaucoup plus tardive que d'habitude. Il y a une série de dysfonctionnements, entre guillemets, sur la prise en charge d'un certain nombre de pathologies aiguës ou de pathologies de maladies chroniques qui demandent à revenir dans le droit chemin. Mais personne n'y peut rien, c'est la réalité. En plus, beaucoup de patients avaient peur soit d'aller à l'hôpital, soit d'aller voir leur médecin traitant. Et je parle sous contrôle. Nous avons un médecin généraliste dans le conseil scientifique qui nous a dit qu'au cours du dernier mois, beaucoup de cabinets de médecins généralistes étaient vides parce que moins de maladies chroniques et peur d'avoir le Covid. Donc, il est temps, urgent, je dirais même, que se rétablisse un climat de prise en charge à la fois de pathologies aiguës telles qu'on sait le faire en France et aussi
de maladies chroniques. Donc c'est le moment. Alors, Donc oui. vous pouvez, je dirais même, quand vous le pouvez, reprenez rendez-vous et allez voir votre médecin. Mon avant-dernière question, parce que j'ai envie de vous la poser. Je suis atteint du Covid, je suis isolé, je n'ai personne avec qui je vis. Je suis donc une personne isolée dans mon appartement. Mon médecin me dit que je dois être confiné. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Comment ça se passe, monsieur Delfrécy? Vous avez deux solutions. Vous êtes diagnostiqué d'abord, hein, donc c'est sûr, vous avez un Covid. C'est sûr. Donc il faut que votre médecin peut le faire. D'ailleurs, il vous voit une première fois, ou l'équipe en tout cas qu'on évoquait tout à l'heure vous voit une première fois. Et puis c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix si vous allez soit dans un hôtel ou une structure ad hoc, ou vous restez chez vous. Si vous êtes seul, on peut très bien admettre que vous allez faire le choix de rester chez vous. Et à partir de là, eh bien, il faut qu'il y ait une surveillance qui peut s'établir avec votre médecin traitant, parce que dans l'immense majorité des cas, votre Covid va bien se passer, et puis les choses peuvent aller moins bien. Si vous allez moins bien, si vous avez une série de difficultés respiratoires qui commencent, eh bien, on rentre dans le schéma habituel, et là, vous quittez le modèle ville dans lequel on pense être en majorité dans les 2 mois qui viennent, pour revenir sur un retour à l'hôpital s'il y a une forme qui s'aggrave. Voilà. Donc, dans le portrait, monsieur, je vous ai coupé. Dans le portrait que notre excellent confrère journaliste Éric Favreau dans Le Monde a fait de vous, c'est le Libération évidemment. Éric Favreau, Libération, excusez-moi. Éric Favreau, donc du mercredi 6 mai, donc de hier. Vous dites, ça m'a beaucoup frappé, cette crise est un terrible miroir. J'ai vu des médecins ou des politiques se révéler décevants, d'autres magnifiques. Pour terminer, expliquez-nous ce que vous vouliez dire, monsieur Delfrécy. Non, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense que cette crise, mais on le sait, toute crise révèle des personnalités, dont certaines sont des très bonnes surprises, et d'autres au contraire, s'avèrent décevantes. Je pense que en plus, nous n'avions aucune expérience pour chacun d'entre nous, et heureusement d'ailleurs, du confinement, que le confinement lui-même est source, on le voit bien, de multiples interventions, de pouvoir disposer, travailler beaucoup sur les mails. Il y a une présence extrêmement forte, peut-être trop forte à mes yeux d'ailleurs, des médecins dans les médias, avec une responsabilité qui a été importante, mais on ne fait pas une guerre sans finalement avec des troupes pour le faire. Et les troupes, là en l'occurrence, étaient médicales. Je retiendrai néanmoins une chose, et je terminerai là-dessus, c'est que nous avons de merveilleux soignants en France, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville, et merci à tous pour les 2 mois qu'on vient de passer. Voilà, alors pour terminer, pour dire, dans cet article que je vous invite à lire, d'Éric Favreau, le journaliste écrit que vous, en général, d'abord, vous restez très souvent très calme et phlegmatique, et que, en général, vous ne donnez pas des noms des gens qui vous déçoivent. Donc, je ne vous en demanderai pas ce soir. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François Delfrécy. On a passé un bon moment avec vous, Jean Sibilia, avec le professeur Delfrécy. C'était passionnant. Donc, Jean Sibilia, moi-même, et également un salut à Dominique Meigne. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré. Je salue également et je remercie donc l'ensemble des membres du groupe des sons qui nous suit. Il y a eu beaucoup de questions de leur part. Je les salue. Je remercie également celles et ceux qui ont fait cette émission. Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, Julie Beltrami et évidemment notre réalisateur Olivier Madard. Bon courage à tous et à toutes et à jeudi prochain. Merci, monsieur Delfrécy. À bientôt. Merci, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci.